Jean-Claude, que je cherche des yeux, de nous dire quelques mots sur la francophonie en raison de la délégation que je lui ai donnée. Et je demanderai aussi à Didier Serra, bouleversant ou bousculant un peu l'ordre du jour, de nous parler de la charte de l'arbre. Je voulais vous donner deux informations. D'abord, une qui a trait à la sécurité et à la prévention de la délinquance, puisque depuis 2002, j'ai toujours souhaité, et ça s'est traduit d'ailleurs à travers deux conventions, une qui avait justifié la venue à l'époque de Daniel Vaillant, c'était en 2002, et puis de Manuel Valls, c'était en 2012, je crois, ou 2013, peu importe, pour signer des conventions de coopération entre ville et État via les polices nationales et municipales. Je suis amené, dans le cadre de la politique initiée par l'État en matière de police de sécurité du quotidien, à travailler sur une nouvelle convention. Et nous avons, avec Philippe Ossavi, allé un petit peu plus loin en rentrant dans le dispositif qui s'appelle tout simplement, chez certains voisins, vigilants. Hein, c'est le même dispositif d'ailleurs que nous appelons un petit peu autrement, parce que c'est exactement la même chose. De quoi s'agit-il exactement? Il s'agit de développer ce qu'on peut appeler, c'est un principe d'ailleurs assez simple au fond, oui, développement de la solidarité de voisinage et de l'esprit civique. Ça signifie que dans le cadre de cette convention, nous allons formaliser tout ceci. Philippe va se mettre au travail dès demain, ou en tout cas lundi. Il s'agit, à travers des citoyens dont la fiabilité et les capacités sont reconnues, de les nommer référents dans leur quartier, de telle sorte qu'ils puissent, pour prévenir la délinquance, et sans se substituer aux forces de l'ordre, qu'il s'agisse de police ici ou de gendarmerie dans les secteurs ruraux, de pouvoir communiquer à la police municipale lorsque les policiers municipaux travaillent, ou à la police nationale lorsque c'est la police nationale qui est à la manœuvre, les informations qui permettent de prévenir la délinquance. Donc on est vraiment sur un registre qui entre dans un cadre d'ailleurs très formalisé, puisque chaque référent, chaque citoyen devenant référent est obligé de signer une charte de déontologie. Et ça permet, je regardais un certain nombre de statistiques, là où ces dispositifs ont été mis en place, et qui rentrent encore une fois dans une politique de prévention de la délinquance. Ce n'est pas un élément noyé au milieu de quelque chose, ça rentre dans le cadre des missions qui sont celles de la police municipale, de la police nationale, la complémentarité des missions. Je serai amené d'ailleurs à clarifier les missions qui sont celles de la police municipale, et donc avoir demain dans nos quartiers des citoyens actifs en matière de solidarité, de voisinage, de lien social, ce qui se fait déjà d'ailleurs au fond, et pour permettre à la police municipale ou à la police nationale de disposer d'informations qui peuvent permettre soit de prévenir la délinquance, soit d'arriver le plus vite possible. Et donc ce dispositif, j'ai souhaité avec Philippe que nous le mettions en place. Il me paraît d'ailleurs aller dans le bon sens, et de renforcer encore une fois ce lien social et cette sociabilité de voisinage. Il s'agit en aucun cas, vous le devinez, de se substituer bien sûr aux forces de l'ordre, encore une fois, mais tout simplement de disposer d'un réseau qui permet de disposer d'informations. Nous avons choisi avec Philippe un territoire d'abord qui est le quartier des Pieds d'Alou. Nous avons préféré choisir un quartier d'habitat individuel avec une population active, donc très souvent absente la journée. Je me retourne vers Marivonne, et donc ça va nous permettre d'expérimenter sur un grand quartier en termes de surface, de superficie et de lieu d'habitation, nous permettre de tester ce dispositif. D'ailleurs, les textes prévoient que plusieurs fois par an, au minimum 3 fois par an, et sous l'autorité du maire, des bilans soient faits autour de ce dispositif. Et puis, deuxième choix que nous avons fait, et je crois que vous en parlerez aux commerçants des lundis à travers la réunion de la commission extra-municipale du commerce, qui existe d'ailleurs déjà aussi dans d'autres villes, porté par des partenaires, notamment les CCI, ce qu'on appelle les voisins vigilants, les commerçants vigilants, pardon. Ce qui signifie qu'en cœur de ville, dans le cas des activités commerciales, dès qu'il se passe quelque chose, eh bien, ça permet non seulement d'alerter les forces de police, mais aussi, dans ce cadre-là,
la police renvoie par SMS ou par digital, renvoie une information à l'ensemble des commerçants du secteur concerné. Vous voyez, on a d'un côté un territoire, qui relève plutôt de l'habitat et du logement, qui sont les pieds d'un loup, et puis sur le cœur de ville, plutôt centré autour des activités qui se déroulent en cœur de ville. Donc on va s'y mettre rapidement, Philippe, puisque va falloir que nous tenions une réunion publique au pied d'un loup. Les référents, d'ailleurs, seront des gens qui seront formés. On ne va pas les lâcher sous cette forme-là. Ils auront donc comme un interlocuteur police nationale, police municipale, et nous aurons à les accompagner tout au long de cette expérimentation. Ça se situe aussi dans un cadre un peu plus large, puisque cette année, je souhaite que soit mise en place, vous savez que nous avons sur la ville un dispositif de vidéoprotection, qu'on appelle des caméras de vidéoprotection, et cette année, nous allons pouvoir transmettre, nous sommes en train de régler le dispositif technique et le dispositif financier, nous allons pouvoir transmettre 24 heures sur 24 les images de notre système de vidéoprotection à l'hôtel de police. Aujourd'hui, nous sommes derrière les écrans durant la journée, lorsque la police municipale est au travail. La nuit et les jours fériés, ou les jours où personne ne bosse, les images restent enfermées dans les écrans. Et donc, dès cette année, je souhaite que ces images soient transmises à l'hôtel de police. Voilà ce que je voulais dire comme première information. Deuxième information, et sans rentrer ou sans m'alourdir sur le sujet, mais vous connaissez maintenant la décision qui a été prise par le préfet de maintenir de manière durable le collège Bienvenu-Martin comme établissement d'enseignement secondaire collège. Je vous en parle ce soir pour tout simplement vous dire que je souhaite accompagner en quelque sorte le renouveau ou la renaissance de Bienvenu-Martin, et j'ai indiqué au président du conseil départemental, c'était lundi, je crois, oui lundi, je lui ai indiqué que j'étais prêt à participer aux investissements nécessaires aux travaux des bâtiments. C'est une enveloppe qui aujourd'hui est estimée à 5 200 000 euros. Nous ferons un tour de table avec le président du département, avec le préfet aussi, puisque l'État a également pris l'engagement de participer aux travaux nécessaires à Bienvenu-Martin. Et donc nous aurons aussi l'occasion de rediscuter une fois que le tour de table aura eu lieu. Mais je voulais aussi sur Bienvenu-Martin, ça me semblait la moindre des choses, accompagner le renforcement de l'ambition éducative scolaire de Bienvenu-Martin. Et donc j'avais pris l'engagement, j'en avais discuté avec les autorités académiques qui elles-mêmes travaillent actuellement, mais ça les regarde, sur les moyens de doper en quelque sorte les ambitions scolaires et éducatives et sociales de Bienvenu-Martin. Pour ma part, je m'étais engagé sur un accompagnement de ces ambitions à travers deux projets. Un projet éducatif et culturel, ça y est, qui est bouclé, et également sur un projet à vocation sportive, qui lui est en cours de réflexion et de rédaction. Sur le projet d'accompagnement artistique et culturel, en faveur de Bienvenu-Martin. Et donc, encore une fois, nous travaillons de concert avec les autorités académiques. Et nous sommes en totale complémentarité, et le chef de file, d'ailleurs, ça reste les autorités académiques. Et j'ai considéré qu'il fallait que nous leur filions un coup de main. Et donc, j'avais demandé qu'on me fasse des propositions en matière de projets artistiques et culturels, et j'ai retenu 3 axes. Le premier axe porte sur la lecture publique. Nous avons, trop souvent, et nous le mesurons, des difficultés chez les jeunes, chez les enfants et chez les préadolescents en matière de lecture, de maîtrise de la lecture et d'écriture. Nous le vérifions au moment où ils entrent en CP, donc première année d'école primaire, d'école élémentaire. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous sommes dans les dispositifs de réussite éducative et les opérations coup de pouce, qui tout au long de l'année, pour les élèves qui en ont besoin, les accompagner sur la maîtrise de la lecture et de l'écriture. Et souvent aussi, le deuxième cap difficile à franchir, c'est le passage de CM1, CM2 à 6e. Et donc, c'est pour ça que sur le projet lecture publique dans lequel j'engage la ville, nous allons travailler en continuité entre les classes de 6e et les classes de CM1, CM2. Y mêlant à la fois donc les collégiens qui se trouvent à Bienvenu-Martin, mais également un certain nombre de classes qui ne sont pas seulement sur le quartier Sainte-Geneviève ou le quartier Saint-Simon,
mais qui concerne aussi l'ensemble du secteur de recrutement de Bienvenue Martin, c'est-à-dire Yagurgine, Yavar-Valande, Yavar-Landry. De telle sorte aussi que là, nous ayons une continuité en matière d'apprentissage de la lecture et de la maîtrise de l'écriture, parce que c'est pas à vous que j'apprendrai, bien évidemment, que la capacité à s'exprimer correctement et surtout à s'exprimer dans la diversité, ça nécessite une bonne maîtrise de la lecture et de l'écriture. Le deuxième axe, deuxième orientation sur lequel nous allons travailler avec Bienvenue Martin concerne les arts plastiques et visuels. Pourquoi? D'abord parce que nous sommes riches à Auxerre en matière muséale, puisque nous avons 3 musées. Nous travaillons avec le musée d'Orsay, nous travaillons aussi nous avons un pôle art visuel, d'art contemporain. Nous travaillons aussi via la Société des Amis du Musée avec le Louvre, qui assure des cours dans le cadre de la convention passée avec le musée du Louvre. Le Collège Bienvenue Martin lui-même souhaite conventionner avec le musée du Louvre. Il vient d'ouvrir un espace d'expression sur les arts visuels et les arts picturaux. Et donc il nous a semblé là aussi en relation avec Saint-Germain que nous pouvions et que nous devions travailler avec eux. Là aussi, c'est une forme d'apprentissage de la diversité, parce que c'est pas à vous que j'apprendrai que entre l'émotion qu'on ressent devant une œuvre et la nécessité parfois d'aller un petit peu plus loin, eh bien tout ceci va concourir aussi à la capacité d'ouverture, de tolérance à la diversité de la part des élèves de Bienvenue Martin. Et puis le troisième axe que j'ai retenu, que j'ai validé, on va l'appeler science et art, ou art et science, comme vous voulez, puisque l'objectif, et c'était un peu moins classique d'ailleurs que les 2 axes précédents, qui sont indispensables bien sûr, mais qu'on connaît de manière assez fine aujourd'hui, c'est de travailler à la fois sur de la recherche scientifique au niveau des collégiens, bien évidemment, et puis en même temps d'aboutir à la création d'œuvres plastiques. Et donc ça signifie que c'est le Muséum d'histoire naturelle qui va être au premier chef, y compris avec l'école des beaux-arts, bien sûr, et des enseignants. Tout ceci se fait encore une fois en totale osmose et complémentarité avec les enseignants, de telle sorte que nous puissions mobiliser tout au long de l'année sur ces 3 orientations et en lien vraiment très direct avec le monde enseignant, le projet pédagogique global et général du Bienvenue Martin, que la ville puisse participer à cette ambition renouvelée en faveur des collégiens qui fréquentent le collège Bienvenue Martin. Donc voilà les 2 informations que je souhaitais vous apporter. Et puis, si vous en êtes d'accord, je vais demander à Jean-Claude de prendre la parole pour nous parler de francophonie. Si tu veux bien allumer ton micro, Jean-Claude. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire, chers collègues, lorsqu'on parle de la francophonie, c'est d'abord l'ensemble des peuples qui ont en commun le partage et l'amour de la langue française. La francophonie honore notre langue ainsi que notre culture à travers ses valeurs. Le français est parlé par 284 millions de personnes dans le monde, dans 84 pays, sur les 5 continents, selon les estimations de l'Organisation internationale de la francophonie en 2005. Permettez-moi de lire un extrait du journal Le Monde du printemps 1952 qui disait « Pour se connaître les uns et les autres, pour s'entendre, pour vivre en paix, les peuples du monde entier devront apprendre, en plus de leur langue maternelle, une langue commune. Laquelle? Le français, l'anglais ou l'espagnol. Il nous faut créer une nouvelle technique linguistique permettant entre les peuples une compréhension réciproque sans équivoque. La paix dépend d'une communication directe entre les peuples et la langue écrite ou parlée, par la lettre ou le contact personnel. Voilà l'une des ambitions de la francophonie, mesdames et messieurs. Pour parler de la maison de la francophonie des jumelages, cette maison exerce dans notre ville des missions diverses et variées avec le soutien de la ville, telles que l'apprentissage et le développement des langues à travers les cours d'anglais, d'espagnol et d'italien, des rencontres et échanges entre élus des villes jumelles, des particuliers, des professionnels et même des étudiants. Sans oublier les rencontres sportives dont
la dernière remonte au 20 janvier 2018 avec le tournoi futsal pour les enfants de 11 ans des villes jumelles et des villes de Lyon. Dans ce sens, francophonie, jumelage et relations internationales sont complémentaires. Parmi donc ces actions dans notre ville, il convient de noter que nous avons accueilli la première édition de la caravane de la francophonie du 21 au 22 novembre 2017. Plus qu'un concept, cette caravane est un outil mobile de communication et d'expression de la langue française. Le but de la caravane étant de promouvoir les richesses de la langue ainsi que sa culture qui regorge des valeurs d'humanisme, telles que la solidarité, la fraternité. Vous conviendrez avec moi, chers collègues, que la culture est toujours plus forte que l'ignorance. À cette occasion, nous avons eu l'honneur de recevoir Madame Janine Massard, une écrivaine suisse francophone. 3 rencontres littéraires ont été animées par l'auteur au pôle Rive-Droite, à la librairie Oblique et à la maison Jules Roy à Vézelay. Nous les avons estimés à près de 500, car les Auxerrois ont été nombreux à manifester leur intérêt pour les différentes rencontres. Madame Janine Massard a témoigné sa reconnaissance pour l'accueil qui lui a été réservé par la ville, ainsi que le plaisir d'avoir à ses côtés une ancienne professeure de lettres qui a lu l'intégralité de ses ouvrages en la personne de Madame Marité Catrin, qui est la présidente de la Maison des jumelages et de la francophonie de notre ville. Cette première édition a été une réussite grâce à l'engagement des bénévoles et à l'équipe de communication. L'image de notre ville ne pourra que rayonner davantage avec un impact positif sur le tourisme et donc l'économie locale. Auxerre, labellisée, ville partenaire de l'édition 2017-2018 de la Semaine de la langue française et de la francophonie organisée par le ministère de la Culture. Cette année, la Maison de la francophonie et des jumelages a osé le pari d'une labellisation pour améliorer la visibilité de la ville et promouvoir l'action engagée en faveur du rayonnement de la langue française. Fédérant les structures de la ville, impliquant les acteurs éducatifs, sociaux et culturels. En 2016, seules 114 villes et villages avaient obtenu ce label en France. Donc c'est quelque part une victoire pour la ville d'Auxerre. Pour terminer, je vous informe que nous allons fêter la 23e édition de la Semaine de la langue française et de la francophonie, du 17 au 25 mars, au niveau national et international, bien sûr. Le thème retenu est l'usage de la parole. Dans notre ville, cet événement se produira au Silex le 21 mars. La Maison de la francophonie organise une dictée comme chaque année. Ce samedi, cette année, ça sera le samedi 24 mars à 9 h, ici à l'hôtel de ville, dans la salle des commissions. Tout le monde est convié car c'est une dictée qui est gratuite. Je vous remercie. Merci. Jean-Claude, je voudrais souligner l'engagement qui est celui de Jean-Claude depuis qu'il a cette délégation entre les mains, si je peux m'exprimer ainsi. Et je voudrais aussi souligner le bon travail accompli par Jean-Paul, qui est conseiller municipal délégué auprès de Marité Catrin, ou plutôt au sein du comité des jumelages. Et très franchement, vous faites du bon boulot. On l'a encore vérifié lors de l'Assemblée générale. Et Jean-Claude et Jean-Paul, Jean-Paul et Jean-Claude mettent beaucoup de cœur et d'allant dans les missions qui leur sont confiées. Merci Jean-Paul. Bourad. Jean-Claude, qu'est-ce que j'ai dit? Tout ça, ça commence par Jean. Hein? Bourad. Oui, monsieur le maire. Je voulais juste faire une petite intervention par rapport au premier point que vous avez évoqué s'agissant du référent citoyen. Ouais. Donc pour ma part, j'émets quelques réserves sur le projet, parce que dans certains quartiers comme Sainte-Geneviève ou Rive-Droite, ça peut être très mal perçu, et ça peut être assimilé comme un système de délation, et qui risque de mettre en difficulté les dits référents. Par ailleurs, comme vous le savez, dans ces quartiers où il y a un fort taux de chômage,
Pour ma part, la lutte contre la délinquance, elle passe d'abord par un accompagnement des jeunes pour s'insérer et trouver une formation ou un emploi, plutôt que par l'établissement d'un référent citoyen qui sera établi dans chaque quartier pour faire une forme de flicage, ce pourquoi il n'a ni autorité ni formation. Voilà. C'est bien pour ça que j'ai pris soin d'indiquer que le terrain d'expérimentation, ce serait les Pieds-d'Alloup, et que d'emblée, j'avais écarté des quartiers comme Sainte-Geneviève ou comme d'autres, non pas d'ailleurs parce qu'il ne faut pas être présent, loin de là, on y est présent très largement sous différentes formes, mais il est hors de question, de mon point de vue en tout cas, de considérer qu'un territoire de la ville, quel qu'il soit en état d'exterritorialité. Et donc la réponse apportée à la prévention de la délinquance n'est pas identique selon qu'on est au Pieds-d'Alloup ou selon qu'on est à Sainte-Geneviève. C'est pour ça qu'encore une fois, j'ai fait le choix avec Philippe, nous avons longuement parlé des territoires et des thèmes, ou du thème plutôt que j'ai retenu autour du commerce. Pardon. À ce sujet, justement, je voudrais dire un mot, parce que je serais très content que ça se mette en place. C'était une demande que j'ai faite il y a 2 ans. C'est vrai. Pour la Borde. Peut-être bien, oui. J'avais demandé il y a 2 ans que ça se mette en place, parce que c'est à l'époque où il y avait beaucoup de cambriolage. Et j'avais demandé qu'on puisse faire cette opération. Si ça se met en place, je serais très ravi. Si, sur la Borde, mais encore une fois, je vais répéter ce que j'ai dit. Nous sommes en phase d'expérimentation. Jean-Luc, écoute-moi. Nous sommes en phase d'expérimentation. Si nous en tirons des conclusions positives, encore une fois, sur certains secteurs où ces dispositifs sont en place, il y a parfois une réduction significative de la délinquance. Une réduction significative. Si je tire les mêmes conclusions que quand je regarde ce qui se passe dans d'autres villes ou d'autres territoires, je l'étendrai petit à petit. Et donc la Borde pourrait être concernée, comme Vaud pourrait l'être, mais plutôt que d'essayer d'embrasser en totalité la ville aujourd'hui, je préfère que nous soyons expérimentaux et que nous puissions en tirer des conclusions qui peuvent permettre d'aller plus loin dans le dispositif ou de se dire qu'au fond, ça ne porte pas ses fruits. Mais je voulais que nous puissions tester ça dans le cadre donc de la bonne coopération entre la police nationale et puis la police municipale. Mais je n'ai pas oublié que tu peux être intéressé. Et si l'on est d'accord, d'ailleurs, tu seras le premier référent de la Borde le moment venu. Ça rentre dans les attributions des adjoints spéciaux. Oui. Oui, je voulais savoir du coup, est-ce que donc s'il y a, et donc c'est tout à fait possible, s'il y a des solutions spécifiques pour répondre à ce problème en fonction des typologies de quartiers, est-ce qu'il serait possible d'avoir une vue en fait des différentes réponses à apporter par quartier selon les typologies de quartier, enfin, en admettant que du coup que ce soit pas une solution qui soit déployable partout, sur quel quartier elle le serait, pourquoi, et pour les quartiers qui ne seraient pas adaptés à cette solution, est-ce que vous avez déjà quelque chose mappé, entre guillemets, les solutions pour adresser ce problème, qui est un vrai problème qu'il faut traiter. Ce serait intéressant d'avoir une vue un peu plus générale de la manière dont vous souhaitez traiter ce problème. Bien, je veux d'abord rappeler que tout ce qui a trait à la police est d'abord une compétence régalienne de la part de l'État. Il faut que ce soit bien clair et bien compris de toutes et de tous. Moi, j'accompagne et je souhaite continuer d'accompagner l'État dans ses missions de sécurité et de prévention de la délinquance. Le choix que nous faisons, il n'est pas anodin. Quand on est dans un quartier d'habitat individuel, voire isolé d'ailleurs, puisque les gens bossent la journée en principe dans ces quartiers-là, il y a un vide. Et d'où cette nécessité d'avoir, à travers des gens qui, encore une fois, soient fiables, qui soient en état de veille, j'ai envie de dire. Parce qu'il n'y a pas de pression sociale à ce moment-là, parce qu'il n'y a personne. Dans des quartiers d'habitat plus collectifs, qu'ils soient d'ailleurs habitat social ou autre, en réalité, il y a une veille sociale qui se fait elle-même d'emblée, puisque toute la journée, il y a des gens qui vont et qui viennent. Et donc, on n'est pas du tout sur le même registre, puisque dans ces quartiers d'habitat collectif, où une veille sociale qui s'organise de palier à palier ou dans la cage d'escalier, etc., vous connaissez ça aussi bien que moi. Les réponses
ne relève plus de cela. Elle relève plutôt de la lutte contre la délinquance en tant que telle. Et donc là, ça ressortit, oui, ça ressortit, on peut dire ça aussi, ça ressort et ça ressortit davantage de la police dite nationale, bien sûr, et en particulier de la police judiciaire, sur quoi je n'ai aucun pouvoir. Donc c'est pour ça qu'il faut bien mesurer les choses et les effets recherchés, puisque, encore une fois, dans un quartier d'habitat collectif, il y a du monde toute la journée. Et donc on n'est pas du tout, d'ailleurs, sur les mêmes risques. Hein. Attendez, encore une fois, les choses sont bien qu'il ne s'agit pas de lutter contre la délinquance en tant que telle, il s'agit de la prévenir autant que faire se peut. Mais la prévenant, par la veille, par la présence et par la transmission d'informations, la prévenant, on évite qu'elle arrive, en quelque sorte. Hein. Et vous n'avez pas peur que ce soit un peu clivant, éventuellement? Comment? Et vous n'avez pas peur que ce soit éventuellement un peu clivant pour les habitants? Mais enfin, je pense qu'effectivement, il y a sûrement des statistiques qui montrent que ça réduit le nombre, enfin, la délinquance en règle générale, mais ça peut effectivement aussi peut-être être un peu clivant pour les personnes. Enfin, je sais pas, c'est un sentiment qui n'est pas appuyé sur des chiffres. Hein. Il peut y avoir le sentiment parfois, c'est pour ça qu'il faut... ça rentre d'abord dans une charte qui est signée par chaque référent. Il y a toute une déontologie qui est appliquée, et le premier qui rentrerait dans ce qu'on pourrait appeler un registre de délation, peut y avoir cette tentation, hein, ça peut arriver. Je mesure bien les effets que cela pourrait avoir, notamment dans la charte qui est signée par chaque citoyen y participant. Il est bien indiqué que rien ne peut intervenir en termes d'information qui est trait à des convictions religieuses, syndicales, politiques, etc., bien sûr. Hein. Mais pourquoi je rentre là-dedans? D'abord, j'ai toujours pensé que tout maire, de mon point de vue, doit être un maire sécuritaire. C'est aussi ce qu'on attend du maire, c'est comme ça. Pourquoi je rentre dans ce type de dispositif? Parce que, à un moment, les pouvoirs publics, qu'il s'agisse du maire ou du préfet, ne peuvent pas tout faire en la matière. Et moi, je suis de ceux qui sont convaincus que ce qu'on appelle la veille sociale est une nécessité dans nos villes ou dans nos villages. Il y a beaucoup de communes rurales, d'ailleurs, qui sont entrées dans le dispositif. Parce qu'on ne peut pas toujours se réfugier, on ne peut pas voir quelque chose et dire « je ne l'ai pas vu ». Et donc, si on voit quelque chose qui peut s'apparenter, après il revient aux forces de l'ordre d'analyser, de savoir si réellement ça peut relever de la prévention de la délinquance ou de la délinquance, mais quand on voit quelque chose, il faut le dire. Parce que sinon, quand je ferme les yeux, je suis coupable aussi, et je laisse faire. Mais c'est à manier avec précaution, j'en suis tout à fait d'accord. Oui, Patrick, pardon. Non, moi j'ai juste une petite remarque. Bon, de toute façon, c'est inéluctable. On ne se sort pas de ça. C'est ce que je pense aussi. Seulement, voilà, le problème de fond, en fait, c'est que ces interventions de tiers sur un champ aussi névralgique que celui-là auraient véritablement un sens, je dis bien aurait au conditionnel, si c'était fait dans le cadre d'une bienveillance. On a perdu les relations de proximité, que ce soit dans les quartiers, dans les villages. Et le risque qui était évoqué tout à l'heure, il existe en fait que ça soit perçu surtout comme un service de délation. Ça, c'est un vrai souci. Donc, je ne crois pas qu'on puisse polémiquer sur ce sujet, mais on voit bien en réalité que petit à petit, ce lien social se délite, d'accord, et que le grand danger dans tout ça, c'est que cette notion de bienveillance soit complètement écartée. Si des gamins, par exemple, dans un quartier, font des âneries, il est certain qu'il serait beaucoup plus, on va dire, positif que les gens qui s'aperçoivent que ces enfants ont fait des âneries puissent intervenir auprès des parents. On voit bien que ça devient de plus en plus impossible. Et j'ai peur, si vous voulez, que c'est... mais bon, encore une fois, il ne s'agit pas de dire que je suis opposé. Tout ça, c'est des sujets, en fait, c'est pas oui ou non, quoi. C'est compliqué à gérer. Mais je pense qu'il faut faire passer le message de la bienveillance aussi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses que l'on pourrait éviter si les gens arrivaient à se parler et à se dire les choses. Je crois qu'il y a des stades intermédiaires avant d'arriver, en fait, à la délation devant les services de police ou auprès du juge. Voilà, bon, voilà, moi, c'est une intervention qui n'apporte pas grand-chose, mais je pense que le problème de fond, il est là, quand même. Patrick, encore une fois, il ne s'agit pas, enfin,
conviction. On n'entre pas dans un moment qui est un moment de délation. D'où, encore une fois, la nécessité de former ces référents. Là-dessus, il n'y a pas du tout d'ambiguïté. Et puis, je serais, enfin, par définition, je serais le premier à m'y opposer. Et puis, pardonnez-moi, mais le premier connard venu qui se lancerait dans la délation, à mon avis, ça ne durerait pas longtemps. Mais on est obligé, et là où vous avez assez raison, moi, ce que je vis, en tout cas, comme maire et à travers l'action de la ville sur l'ensemble du territoire, il y a deux phénomènes quand même que vous connaissez bien, qui est celui de cet individualisme forcené, pour des raisons qu'on ne va pas analyser ce soir, mais qui est réel. Et nous sommes aussi en pleine crise de la parentalité. Je peux vous dire que je le mesure jour après jour. Et si nous travaillons activement, pas seulement, mais je vous parlais de Bienvenue Martin, quand on monte les dispositifs, quand on développe sur les quartiers de la ville des projets de territoire, renforçant les équipes, les faisant mieux travailler ensemble, je peux vous dire que c'est parfois compliqué, parce que nous nous trouvons confrontés à des gens qui sont un peu en état d'apesanteur, mais avec les conséquences que ça peut avoir, bien sûr. Et donc il ne s'agit pas de rentrer dans des comportements qui seront des comportements inadmissible, il s'agit plutôt, oui, de développer une forme de bienveillance et d'essayer de réactiver ces besoins de, moi, que j'appelle ça solidarité de voisinage, lien social, etc., etc., etc. Mais il ne s'agit pas que de ça. Nous avons été confrontés il y a quelques années, moins aujourd'hui d'ailleurs, moins aujourd'hui, et pour le coup, c'est dû à l'action de la police nationale en la matière. Dans les quartiers d'Auxerre, il y a quelques années, je parlais des Pieds d'Alou, c'est pas un hasard si je prends les Pieds d'Alou ou d'autres secteurs, où il y avait, à travers des bandes organisées, qui venaient de la région parisienne et qui avaient nécessité une coopération police nationale, gendarmerie nationale, pour suivre ces filières qui étaient des filières de cambriolage, avec des systèmes bien organisés, qui faisaient, mais vous connaissez ça sans doute, Patrick, avec des mecs qui sont capables de planquer dans des quartiers plusieurs jours de suite, de repérer les horaires d'entrée, de sortie, de travail, qui s'envoient les messages par téléphone portable, etc., pour dire, voilà, le terrain est libre, vous pouvez y aller. C'est aussi ce type de choses, et c'est surtout ce type de choses, ce que je vous propose ce soir. C'est faire en sorte que, lorsqu'un quartier, encore une fois, ne vit plus parce que les gens bossent ou sont ailleurs, il y ait néanmoins, pour faire face à ces modes de délinquance qui sont assez nouveaux, les filières organisées, eh bien, faire en sorte que de l'information puisse circuler pour renseigner les forces de police afin qu'elles interviennent et qu'elles puissent, moi j'y suis pour rien, mais la police nationale, gendarmerie, ont pu démanteler des filières entières de cambriolage qui ne concernaient pas qu'Auxerre d'ailleurs. Vous savez comme moi aussi que de plus en plus, et c'est pour ça que les maires ruraux rentrent aussi dans ces dispositifs, de plus en plus, les filières organisées de cambriolage travaillent dans les zones périurbaines, là où a priori il y a le moins de policiers en quelque sorte. Donc on est bien là-dessus, c'est plutôt de la bienveillance, de la solidarité de voisinage, une sorte d'organisation d'une communauté de bienveillance, pour faire simple. Mais on est bien obligé de passer par là parce qu'il y a quand même des trous dans le filet, et je trouve que l'apport citoyen, moi je crois beaucoup encore une fois à ça, l'apport citoyen qui doit considérer qu'il n'est pas tout seul, et je suis effrayé, je vous le dis comme je le pense des fois, je vois des tas de gens, si vous voulez, qui montent des murs, qui se foutent d'arbres, des trucs comme ça, vous savez, qui mettent des volets roulants en plus des volets classiques qu'ils ont. Sur le plan de la protection individuelle, c'est une très mauvaise chose, parce que les gens sont complètement renfermés chez eux, et donc il ne va plus ce qui se passe à côté. Dès qu'il y a le moindre bruit, ils ont l'impression qu'il se passe quelque chose chez eux, alors qu'il ne peut ne rien se passer, et donc ça conduit à des situations de renfermement, et qui privilégie plutôt la tentation du cambrioleur que de la chasser. Parce qu'on m'expliquait, lorsqu'il y avait eu il y a quelques années ces difficultés au Pied d'Alou, que les types derrière les rangées d'arbres, derrière les murs, pouvaient opérer tout à fait à l'aise. Et dans ces quartiers d'habitat individuels, on voit bien combien les gens se renferment et ont peur quasiment de tout, parfois, quand ils sont enfermés, et donc ils ont encore plus peur de ce qui peut se passer chez les autres. Et donc c'est pour ça que c'est plutôt de la bienveillance et de l'attention portée aux autres, tout simplement. Dire on est tous pareils. Enfin, moi, quand je pars en vacances ou quand je suis absent, je suis tranquille, je sais que les voisins vont regarder s'il se passe quelque chose chez moi, par exemple. Et c'est pas du tout, on rentre pas du tout dans des aires de délation ou dans des situations qui sont des situations coercitives. C'est une réponse partielle, et partiale d'ailleurs, d'une certaine manière, à des problèmes qui nous dépassent un peu les uns les autres, et qui renvoient à des sujets de fond d'ailleurs, en la matière. Je suis bien d'accord. Moi, je vois que ça serait bien adapté, surtout pour les quartiers pavillonnaires.
Parce que vous avez toutes les semaines des gens de passage qui viennent soit pour vous proposer les lagages ou n'importe quoi. Ils rentrent même chez vous quand vous êtes absent. Ils font le tour de la maison. Alors on ne sait pas ce qu'ils viennent faire. On en a surpris plusieurs fois. On a déjà signalé à la gendarmerie, des fois des personnes qui sont plus ou moins honnêtes. Et nous, on était prêts à faire cette opération. Vous le ferez dans un cadre organisé. Je ne veux surtout pas que ce soit quelque chose de spontané. Je vous renvoie, pour en terminer là-dessus, à la chanson de Renaud que vous connaissez bien, qui s'appelle Dans ma HLM, vous savez, avec la fille du 8e, etc., etc. Et Renaud, qui a toujours été un peu ironique à l'égard des forces de l'ordre ou des retraités de l'armée, décrit ce type qui n'arrête pas de monter entre le sous-sol et le 8e étage avec son berger allemand et qui tire sur tout ce qui bouge. C'est pas tout à fait ça quand même, hein. Il faut garder raison et puis remettre les choses dans leur perspective. Mais, en tout cas, voilà, je voulais vous le dire ce soir, puisque nous travaillons maintenant sur ce sujet-là depuis quelques semaines avec Philippe, les services de la ville et puis les services de l'État, bien sûr. Voilà, je vous remercie. Je vais tout de suite passer la parole à... Oui, Jean-Pierre. Oui, monsieur le maire, moi je voudrais, si vous le permettez, rebondir sur l'intervention de Jean-Claude, notre collègue, à propos de la francophonie. Ça me donne l'entrée pour vous parler d'Elisabeth, qui n'est pas là ce soir. Donc, Christian Bilbao, son mari, est décédé soudainement depuis le dernier conseil municipal, en début d'année 2018. Christian, que certains d'entre vous, beaucoup d'entre vous connaissaient, a été enseignant, puis directeur du CFA du bâtiment d'Auxerre, et on sait tous qu'il a fait passer cet établissement dans une autre dimension. Après son départ du CFA, il a consacré toute son énergie à l'association Apprentis Bâtissons le Monde, ABM, ce qui a conduit à s'investir en Afrique noire notamment, mais à beaucoup d'endroits, auprès de centaines de jeunes apprentis du bâtiment, à s'engager, à conduire personnellement des opérations de reconstruction d'écoles, de lycées, de dispensaires, etc. À Auxerre, il a participé à la belle aventure de la formation professionnelle qui a fait grandir la ville, on peut le dire, et puis l'enseignement supérieur. Donc je vous demande, monsieur le maire, de manifester la gratitude de la ville d'Auxerre à son action et ses engagements lors d'un prochain conseil municipal. Je note. Je demande à, je le cherche aussi, Didier Serra, de nous parler de la charte de l'arbre, avec une entrée en fanfare, je crois. Je prends ça dans les yeux. Chers collègues, monsieur le maire, les années 70 sont bien loin. L'arbre urbain est le témoin de l'histoire de notre ville. L'arbre urbain est le témoin de l'histoire de notre ville. Patrimoine vivant, il participe à la mémoire collective et à l'équilibre environnemental de la cité. Il apporte bien-être et qualité de vie, sa présence rassure. La transmission de ce capital doit être garantie par une gestion sur le long terme. Document cadre, la charte de l'arbre formalise cette gestion. Elle nous informe sur la connaissance de notre patrimoine. Elle protège les sujets ou les groupes. Elle favorise une gestion durable. La charte invite chacun à considérer l'arbre avec attention dans l'intérêt de tous. Pour encourager les bonnes pratiques, elle guide les intervenants dans la forêt urbaine et donne un souffle vert à notre territoire. Ce document, riche de près de 50 pages, est l'aboutissement d'un travail débuté il y a plusieurs années au sein de la direction du cadre de vie. Je suis fier, car la lecture de cette charte va permettre à chacun de se faire une idée précise de l'attention que nous portons au patrimoine vivant de notre commune. Sans vraiment nous en rendre compte, nous partageons l'espace public avec environ 10 000 arbres, qui sont les éléments essentiels de notre paysage mis à l'honneur dans ce document. Alors, les grands principes de la charte sont... Alors, le patrimoine arboré, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des arbres d'une collectivité publique.
Et donc les grands principes de la charte sont connaître, gérer, protéger, renouveler et développer. Quelques chiffres pour connaître notre patrimoine. On a environ 8000 arbres à Auxerre et le quartier le plus riche est le Conche-Clérion. Je dis bien plus riche parce que c'est une richesse, les arbres. Suivi de près des Pieds d'Alou et en troisième position le centre-ville. On a beaucoup d'arbres d'alignement dans ces quartiers. Bon, je vous laisse un peu le dire, c'est un peu flou, mais bon, voilà. Donc les 8000 arbres de Auxerrois se décomposent comme ceci. Alors qu'est-ce que c'est que la charte de l'arbre? C'est aussi gérer. Et pour gérer, il faut identifier le patrimoine avec un inventaire perpétuel. Et l'inventaire du patrimoine arboré sera relié à un système d'information géographique, SIG, permettant de cartographier chaque sujet. Il y aura également une surveillance phytosanitaire constante. Une inspection technique des arbres est programmée tous les 3 ans. Elle relève les anomalies et permet de réduire les risques d'usage du domaine public. Gérer également, qu'est-ce que c'est? C'est une informatisation des connaissances, les données relevées sur le terrain, reconnaissance du sujet, évaluation de l'état sanitaire, résistance mécanique, historique des interventions, sont croisées avec les données partagées, réseau, patrimoine bâti, voirie, sur une échelle géographique déterminée, rue, quartier, ville, pour obtenir un diagnostic précis. Sur la partie droite, vous avez une fiche diagnostic type. Bon, là, c'est un peu fou, mais ceux qui le voudront, je leur donnerai une fiche papier pour qu'ils puissent bien voir. Ensuite, donc, on a bien géré, c'est connaître. On a la répartition par genre d'essence. Et le patrimoine auxerrois est en constante évolution. Des aménagements paysagers variés, avec les écoquartiers, les parcs naturels urbains, les parcs et les squares. On a aussi, malheureusement, l'apparition de maladies particulières favorisées par la monoculture, telles la graphiose de l'orme, le chantre coloré du platane, qui a ravagé, par exemple, le canal du Midi dernièrement, ou la mineuse du marronnier. On assiste aussi à des modifications climatiques qui nécessitent une diversification des essences. Pour savoir, actuellement, 84% de notre patrimoine arboré à Auxerre repose sur 4 essences, les tilleuls, les érables, les platanes et les marronniers. Il faut gérer aussi, avec une gestion optimisée du patrimoine arboré, avec des prescriptions sur les tailles et l'entretien, et aussi des prescriptions sur l'émondage. Cette opération consiste en l'enlèvement des rejets et gourmands présents depuis le collet de chaque arbre jusqu'aux premières charpentières. Il faudra aussi une gestion différenciée du patrimoine arboré, de la taille architecturée au port naturel, et la végétalisation au pied des arbres. Alors la végétalisation, qu'est-ce que c'est? La végétalisation, c'est installer durablement un couvert végétal qui maintient une surface perméable, qui régule la température du sol en été et en hiver et qui limite la sécheresse. Enfin, il faut protéger ce patrimoine. Le droit et la finance au service de l'arbre. Un patrimoine à protéger par les documents d'urbanisme. Le PLU prévoit des mesures réglementaires permettant d'assurer la protection des arbres. La charte vient renforcer ces actions, notamment pour les espaces boisés classés ou les espaces boisés à conserver. Il faut également une protection financière avec la création d'un barème d'évaluation de la valeur ornementale de l'arbre. La valeur ornementale d'un arbre doit être chiffrée pour mieux estimer notre patrimoine. On aura également une protection renforcée lors des travaux. Les intervenants doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour ne pas porter atteinte aux arbres. Et une appropriation en guise de prévention. La charte
s'attache à faire connaître et apprécier le patrimoine arboré. Cette démarche a pour but d'inciter les usagers à mieux respecter les arbres. Protéger toujours avec une sensibilisation des usagers. Une information en continu. L'information se concentre sur la compréhension de la politique de l'arbre adoptée sur l'Auxerrois. La méconnaissance est souvent à l'origine des comportements hostiles ou des réactions injustifiées. La municipalité s'emploie à clarifier ses engagements auprès des usagers et à les informer des projets liés aux arbres. C'est aussi un travail pédagogique, faire connaître et apprécier les fonctions et services rendus par l'arbre, poursuivre et développer le travail de sensibilisation et de pédagogie vers les écoles de la ville, les conseils de quartier et le tissu associatif. Il faut également renouveler ce patrimoine et donc avoir un patrimoine dynamique. Comment? En l'actualisant, le plan d'abattage et de renouvellement, il faut établir des prescriptions claires pour les plantations, fausses, mélanges. Attendez, ça ne marche pas. Ah, il y a un truc là. Excusez-moi, j'ai un... Je continue, attendez, hop là, ça va. Voilà, ça marche, excusez-moi. Établir, bon alors je recommence. Donc il faut bien sûr renouveler ce patrimoine en actualisant le plan d'abattage et de renouvellement, en établissant des prescriptions claires pour les plantations, fossés, mélange terre-pierre, qualité des arbres, en systématisant la diversification des essences, en adaptant la palette végétale au changement climatique et en choisissant une majorité d'arbres non allergènes. Donc, le projet de la charte de l'arbre est articulé sur 8 actions. Je reviens en action. Bon, il en manque une. Donc, la première action, elle n'apparaît pas à l'écran, mais c'est en fait assurer la mise à jour du diagnostic. On aura les petites fiches que je vous ai indiquées tout à l'heure. Et ce sont les services de la ville qui le feront. L'action 2, qui n'apparaît pas à l'écran. Ah, voilà, ça marche. Excusez-moi. L'action 2, c'est améliorer la répartition du patrimoine. La troisième action, c'est développer la végétalisation au pied des arbres, par exemple. Ensuite, l'action 4, c'est protéger l'arbre pendant les travaux. La cinquième action, c'est réaliser un guide de plantation et d'entretien. La sixième action, optimiser le renouvellement du patrimoine. La septième action, favoriser la biodiversité. Et là, c'est vraiment très facile avec un arbre parce que chaque arbre sert d'ancrage à la biodiversité. C'est très très rare de voir un arbre tout seul, sans insectes, sans oiseaux. Et pour terminer, l'action numéro 8, c'est optimiser le renouvellement du patrimoine. Alors, nos 8000 arbres sont au cœur de la stratégie auxerroise dans ses fonctions écologiques et sociales. La charte est l'aboutissement d'une réflexion concertée qui traduit la volonté municipale de garantir la place de l'arbre et son devenir. Je vous remercie de votre attention, messieurs. Merci Didier, merci sincèrement, c'était un gros boulot, je sais que tu y étais très attaché et je voudrais remercier aussi Stéphane et ses équipes parce que c'est ce qui est présenté ce soir, c'est quand même le fruit d'un travail long, intense et d'une méticulosité, d'une précision extraordinaire. Et au-delà, ça peut paraître anecdotique de parler de l'arbre, sauf que ça renvoie aussi à une conception de la ville et de la présence de la nature et de la végétation et de la biodiversité dans la ville. Donc merci, merci Didier. Il faudra d'ailleurs, je ne sais pas si on l'a prévu, qu'on annexe cette charte de l'arbre à notre PLU, qui sera adoptée par notre conseil au mois de juin.
Ça permet aussi, sinon d'être opposable sur le plan juridique, au moins ça peut permettre de recommander auprès des citoyens, ou en tout cas des investisseurs, des promoteurs, de toutes celles et tous ceux qui bâtissent, de leur donner quelques recommandations en la matière pour que l'esprit et la lettre de la charte de l'Arbre ne soient pas trahis. Didier Michel. Oui, alors merci à toi Didier pour ce travail ainsi que les services. Et je pense que ça a une grande utilité, ce travail. Non pas que je sois un fan, enfin que je considérais que les arbres allaient disparaître, mais on assiste de plus en plus à un phénomène quand même inquiétant, c'est l'intégrisme de l'arbre. Alors c'est quoi l'intégrisme de l'arbre? C'est que, bon, un arbre c'est quoi? C'est comme un être humain, c'est comme n'importe quel, c'est comme tout ce qui est vivant, ça naît, ça se développe et ça meurt au bout d'un moment. Donc il y a des moments, faut bien couper les arbres. Et on assiste, je trouve, de plus en plus souvent à comme s'il y avait un événement totalement dramatique quand on coupe 3 arbres. Et ça mérite pédagogie, c'est le travail que vous avez fait. Et je pense qu'il est extrêmement important de dire à la population que un arbre, c'est fait, il en faut, il faut les conserver, il y en a qui sont remarquables, mais c'est fait aussi à des moments, pour être coupé, pour être renouvelé, et ça c'est important. Oui. Moi je crois que ça apparaît très bien d'ailleurs, moi j'ai lu en intégralité le contenu de la charte de l'arbre, ce que tu évoques Didier, qu'au fond, cette capacité pour un arbre à naître, à vivre, à mourir, l'état sanitaire des arbres, hein, Stéphane connaît bien ça par définition, bien sûr Didier, tu as raison. Il faut éviter d'être fixiste, intégriste en la matière. Il y a des arbres qui méritent parfois d'être coupés. C'est comme les cheveux en réalité, ces choses-là. Pour que ce soit vigoureux, il faut les couper de temps en temps. Oui, ça ne marche pas toujours. Et je crois il me semble que tu allais chez le coiffeur. Hein. Ouais. Hier, je ne me suis pas trompé. Hein. C'est dur là. Hein. Oui, Didier, les cheveux, Vas-y, allez, appuie sur ton micro, Didier. Juste je suis d'accord, évidemment, l'arbre c'est un être vivant, un organisme vivant, c'est presque les plus anciens, les végétaux sont apparus avant les animaux, et à Auxerre, l'arbre auxerrois vit en moyenne 80 ans. Donc on a un renouvellement, et les arbres qu'on a à Auxerre ont été plantés dans la première moitié du XXe siècle. Et donc ça se renouvelle, c'est comme dans toutes les sociétés vivantes, les jeunes poussent les vieux et les vieux disparaissent. Voilà. Les arbres, c'est comme le théâtre. C'est Bossuet qui disait la vie, c'est quoi? On monte sur scène, on joue sa représentation et on quitte la scène. Ben, c'est un peu pareil pour les arbres. Ah bon, après, on peut viser l'éternité, mais je crois qu'on finirait par s'ennuyer. Délire Wacourt. Non, mais pour être juste un petit peu précis, c'est pas tout à fait que ça. En même temps, c'est un milieu de vie, c'est un contenu d'une biodiversité, et donc il ne faut pas le faire dans n'importe quelle condition, mais il faut le faire à partir d'un certain moment. Oui, moi je ne suis pas spécialiste de ces choses-là. Mais ce que je constate, chez moi j'ai des arbres. Ben, quand je me lève le matin et que je vais fumer dans mon jardin, attendez, ben, c'est pas ça c'est pas intéressant, mais. Et vous allez comprendre. Vous ne pouvez pas vivre ce que moi je vis parce que vous ne fumez pas. Donc le matin, vous ne sortez pas dans votre jardin parce qu'il fait froid, parce qu'il pleut. Moi, je suis obligé de sortir, je ne fume pas à l'intérieur. Et bien, vous savez avec quoi je m'abuse, plutôt avec qui je m'abuse parfois le matin? Avec les merles qui viennent jusqu'à mes pieds. Ils s'ouvrent les arbres, ils me voient arriver. Alors je descends avec des petites miettes de pain, je ne sais pas quoi. Et quand il fait froid, je leur mets de l'eau parce que ça gèle. Il y a toute une faune hein, dans nos jardins de ville et honnêtement c'est très très agréable. Moi il me réveille le matin. Ah mais j'adore être réveillé par les oiseaux. Voilà, comme quoi le plus écolo de nous tous, hein, c'est pas forcément ce qu'on croit. Voilà. Bien, j'arrête mes bêtises. Merci Didier, merci Stéphane et puis j'en viens à l'ordre du jour formel ou formalisé. Je prends mon ordre du jour. Voilà, suppression du passage à niveau de jauge. Donc ce soir,
le débat ne porte pas sur la suppression du passage à niveau. C'est une décision qui a été prise lors du dernier comité de pilotage. L'enquête publique débute d'ailleurs demain. Donc toutes celles et tous ceux qui veulent consulter les documents, inscrire des choses sur les registres, vous pouvez à partir de demain. 2 réunions publiques sont programmées, une à Moleto le 28 mars et une à la Borde de Jean-Luc le 21 mars. Tout ça va suivre son cours, les enquêtes publiques, les trucs, loi sur l'eau, bref, toutes les procédures que vous connaissez. Ça doit nous amener une déclaration d'utilité publique l'année prochaine, en fin d'année, j'aurais bien aimé, peut-être plutôt l'année prochaine, peu importe. Et en tout cas, l'État va en financer en totalité, ça y est, c'est décidé, et puis on pourra éviter le passage à niveau à partir de 2021, hein, parce que les travaux sont quand même assez longs, et nous aurons à ce qui sera présenté à la concertation à la population le 21 et le 28, c'est le projet numéro 5 retenu avec 2 variantes. Hein. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder les plans, mais peu importe. On va filer des documents, il y a des documents, il y a les tracés. Donc, à la fois, je pense ça dans les... C'est pire que les merles le matin, là, le soleil dans les yeux, je vous dis pas. C'est Stéphane qui est passé, qui a pas demandé. C'est Stéphane qui entend discrètement avec le commandeur. Ah, merci Raphaël. Voilà. Bon, bref, tout ça c'est une affaire partie, indispensable et nécessaire bien sûr. Ce sur quoi je vous fais délibérer ce soir, c'est parce que la conséquence, une des conséquences en tout cas de la fermeture du passage à niveau, c'est que la Borde se trouverait demain, si nous n'avions pas une solution complémentaire, se verrait engorgée par la circulation de transit. On doit être à peu près 2500 véhicules jour et qui serait tenu à ce moment de passer par la petite route de la Tour Coulon pour ceux qui connaissent la Borde. Donc il est hors de question d'abîmer tout ce secteur. D'ailleurs, c'est quasiment pas possible. Il y a du boisé protégé. Bref. Mais en revanche, il faut bien éviter cette circulation de transit. Sinon, encore une fois, c'est la Tour Coulon. Donc la proposition que j'avais faite au comité de pilotage du mois de juin 2017, j'avais demandé au service de l'État, à la direction régionale environnement, aménagement et logement, de regarder ce que pourrait être un petit barreau qui permettrait de capter les flux venant des communes du sud et du sud-est de l'agglomération, Blénil-Carreau, Montigny-Larel, Lille-Châtel, bref, tout ce qui vient de ce côté-là, et Grisel, Venoy, voir comment nous pourrions procéder afin d'éviter le passage de la circulation de transit par la Borde, pardon. Mais ça, l'ADREAL a travaillé gratuitement, si je peux dire, parce que maintenant c'est une affaire qui intéresse les collectivités, l'État assurant le contournement et la suppression du passage à niveau. Nous sommes sur le territoire de l'agglomération. Donc demain, ce sera l'agglomération qui assurera la maîtrise d'ouvrage de ce petit barreau qui permettra de raccorder ce qu'on appelle la route des Griselles au barreau qui est au contournement est, c'est-à-dire l'actuel National 6. Ce qui permettra d'ailleurs au passage de mieux desservir tout le secteur des Bignottes. L'agglomération aujourd'hui n'a pas la compétence, elle a uniquement la compétence soutien aux études, travaux, réalisations de tout projet de contournement de l'agglomération. Donc pour ne pas perdre de temps, et au-delà des 2 esquisses qui ont été décidées par les services de l'État, il nous revient maintenant de prendre la main, et pour ne pas perdre de temps, parce que l'idéal ce serait que l'ouverture de ce petit barreau puisse coïncider avec la fermeture du passage à niveau, bien évidemment, et vous le comprenez. Et donc pour ne pas perdre de temps, comme la ville a la clause de compétence générale, j'ai demandé que ce soit la ville qui porte les études de faisabilité jusqu'au moment où la communauté, l'agglomération adoptera la compétence réalisation de ce barreau. Donc je vais essayer de régler ça dans l'année. J'ai quelques éléments de compétence pour l'agglomération actualisée. Je mettrai ça dans le paquet. Donc ce qui est demandé ce soir, c'est de m'autoriser à engager des études de faisabilité, puisque la ville peut le faire, afin de ne pas perdre de temps et de regarder au-delà des deux hypothèses proposées par les services de l'État, s'il y a d'autres hypothèses, 2, 3, 4, 5, je n'en sais rien encore aujourd'hui, et en tout état de cause, de telle sorte que nous puissions le plus rapidement possible décider de ce que sera le futur barreau reliant la route départementale à la route nationale. Le préfet m'avait assuré lors du dernier comité de pilotage, pas celui du mois de juin, mais le dernier qui doit avoir 2 mois à peu près maintenant,
m'assurer que nous pourrions bénéficier à la fois pour les études et la réalisation de ce barreau de crédit de l'État. Maintenant, il faut que j'en discute également avec le président du conseil départemental, puisque à la fois le conseiller départemental du secteur, qui est en même temps maire de Veloix, conseiller communautaire, et le maire de Monéto, vice-président de l'Agglo, ont dit devant le préfet lors de ce comité de pilotage que le département pourrait également accompagner à la fois les études et la réalisation de ce barreau. Donc il faut maintenant que je regarde de tout ça, et donc l'objet de la délibération ce soir, c'est on y va sur les études de faisabilité, et puis je demande à toutes celles et tous ceux qui le veulent bien, l'État, le département, etc., de pouvoir nous aider à la fois sur les études, et puis bien évidemment demain sur le financement de la réalisation de la construction de ce barreau. Donc voilà le sens de la délibération qui vous est proposée ce soir. Y a-t-il des oppositions ou des demandes? J'avais longuement évoqué d'ailleurs ce sujet lors du conseil communautaire qui s'était tenu à Chevannes, pardon. Ouais. Voilà ce que je voulais vous dire. À l'unanimité, les amis? Ouais, pas de problème. Merci. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Je mets mes lunettes.